Le pressing dans le foot moderne, ce n'est pas juste une bande de joueurs qui courent partout comme des poulets sans tête. Non, non, il faut oublier cette image. En réalité, c'est un système hyper sophistiqué, super intelligent, on pourrait presque parler d'un code. Allez, on va plonger au cœur de la machine pour décrypter cet algorithme comportemental. Voilà la grande question, non? Comment est-ce possible de maintenir une telle intensité pendant 90 minutes sans finir complètement carbonisé? Ça paraît biologiquement impossible. Et pourtant, les meilleures équipes y arrivent. Le secret, en fait, il n'est pas seulement dans les poumons, il est surtout dans le cerveau collectif de l'équipe. C'est ça, le vrai secret qu'on va décrypter. Et regardez-moi ce chiffre, il parle de lui-même. Les données sont claires, les équipes qui utilisent un pressing intelligent basé sur des déclencheurs précis, eh bien elles concèdent 22% de buts attendus en moins lors des contre-attaques. Moins 22%. C'est une différence absolument colossale. Ça montre bien que ce n'est pas de la magie, c'est une méthode qui marche. Donc voilà, on y est. Le secret, ce n'est pas de courir plus, c'est de courir mieux. Le pressing moderne, il fonctionne vraiment comme un programme informatique. Il ne se lance pas au hasard, non. Il réagit à des signaux bien précis, ce qu'on appelle des déclencheurs. Et quand un de ces déclencheurs est activé, bim, toute l'équipe passe à l'action, de manière parfaitement synchronisée. Alors le premier déclencheur, c'est sans doute le plus fondamental, le plus universel de tous. C'est ce qu'on appelle l'angle mort. Tout part de l'orientation du corps de l'adversaire. L'idée est d'une simplicité redoutable. Imaginez, un joueur reçoit le ballon, mais il est tourné vers son propre but. Il est dos au jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a un angle mort de 180 degrés. Il ne voit absolument pas ce qui se passe derrière lui. Son temps de décision explose, ses options de passe se réduisent, et là, le piège se referme. L'équipe qui presse n'a même pas besoin de le toucher. Le simple fait qu'il soit mal orienté, c'est ça le piège. Et là, on touche à quelque chose de fascinant, l'aspect cognitif du pressing. En gros, on force le cerveau du joueur à bugger. On le fait passer de son système 1, la pensée rapide, l'instinct, à son système 2, la pensée lente, celle qui analyse et calcule. Sauf que dans le foot, on n'a pas le temps de calculer. Ce basculement mental, dans un sport où tout va à 1000 à l'heure, il est littéralement mortel. Le but n'est pas seulement de récupérer la balle, c'est de provoquer la panique. Ok, deuxième grand déclencheur. Celui-là, il est malin parce qu'il utilise la géographie du terrain comme une arme. C'est le piège de la ligne de touche. Et là, cette ligne blanche devient soudainement votre meilleur ami. Et ce piège ne se déclenche pas n'importe comment. L'équipe attend le bon signal. Ça peut être un contrôle un peu trop long, vous savez, le ballon qui s'échappe à plus de 50 cm. Ça peut être une passe qui rebondit, mal maîtrisée, ou juste une petite seconde d'hésitation. Pour le bloc équipe, ces micro-erreurs, ce sont des feux verts. Et là, l'action est lancée, fermeture immédiate et coordonnée de tout l'espace. C'est l'étouffement. Et la mécanique est hyper précise, c'est comme une chorégraphie. Étape 1, le premier joueur sprint pour coincer le porteur du ballon contre la ligne de touche. Cette ligne, c'est le 12e homme parfait, elle ne rate jamais un tacle. Étape 2, un deuxième joueur se place pour couper la passe la plus évidente, celle vers l'intérieur du terrain. Et enfin, étape 3, les autres joueurs forment une sorte de pointe de flèche juste derrière pour bloquer toutes les autres sorties. C'est un véritable étau qui se resserre. Le joueur n'a plus aucune solution. Et tout ça doit se passer à une vitesse folle, moins d'1 seconde et demie, c'est le temps maximal. Thiago Motta, par exemple, a un concept qu'il appelle la zone de choc, la zone d'étouffement. C'est cette zone sur le côté du terrain. Si le ballon y entre, le pressing doit être total, absolu, asphyxiant, en moins de 1 seconde 5. C'est une véritable course contre la montre pour tuer l'action dans l'œuf. On passe maintenant au troisième déclencheur. Et celui-là, il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus cérébral. On l'appelle l'ombre intelligente. Parce qu'ici, l'idée, ce n'est plus d'attaquer le ballon, c'est de contrôler le futur de l'action. Le concept est génial. Imaginez l'attaquant. Au lieu de courir bêtement sur le défenseur qui a le ballon, il va faire une course intelligente pour se placer exactement entre le défenseur et le milieu de terrain créatif de l'équipe adverse. En faisant ça, son corps crée une ombre qui cache le coéquipier. Il ne lui vole pas le ballon, il lui vole son option de passe la plus dangereuse. Il la rend tout simplement invisible, impossible. Et cette phrase résume tout. Ici, on ne presse pas le ballon, on presse le futur de l'action. C'est tellement ça. On n'est plus dans la réaction, on est dans l'anticipation. On dicte le jeu à l'adversaire. En fermant les bonnes lignes de passe, on le force à faire la seule chose qu'on veut qu'il fasse, c'est-à-dire souvent une passe en arrière inoffensive. Bon, on a vu les déclencheurs. Mais maintenant, la question c'est comment on orchestre tout ça ? Parce qu'un bon pressing, ce n'est pas une action solo. C'est une véritable symphonie jouée par 11 musiciens. Et bien sûr, comme toute stratégie aussi intense, elle a ses limites et ses petits secrets.
Pour que ça marche, tout repose sur la synchronisation. Et pour ça, il y a une règle d'or, la règle des 3 C. C'est simple. Le premier C, c'est cadrer. Un joueur doit toujours aller sur le porteur du ballon. Le deuxième, c'est couvrir. Les coéquipiers les plus proches doivent couvrir les options de passe faciles. Et le troisième, crucial, c'est la communication, pour s'assurer que tout le monde bouge en même temps comme un seul homme. Quand c'est bien fait, l'adversaire a l'impression que le terrain vient de rétrécir d'un coup. Mais évidemment, un tel système, ça a un coût énergétique énorme. Regardez ce graphique. Passé la 65e minute de jeu, en moyenne, l'efficacité du pressing chute de 40%. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que la fatigue s'installe. Pas seulement la fatigue musculaire, mais aussi la fatigue cognitive. Le cerveau est plus lent, on lit moins bien les fameux déclencheurs, la coordination est moins bonne. C'est tout simplement la limite biologique de cet algorithme. Et voilà un autre chiffre, un véritable compte à rebours. 8,3 secondes. Des études ont montré que si une équipe perd le ballon et ne le récupère pas dans les 8,3 secondes, alors la probabilité de se prendre une grosse occasion de but juste après, elle augmente de manière exponentielle. Ça veut dire que chaque seconde est absolument cruciale. Mais attendez, il y a un dernier déclencheur. Un déclencheur un peu secret, celui qui n'est écrit dans aucun manuel de coaching. C'est une sorte de règle non dite qui s'applique seulement dans les moments les plus chauds d'un match, ce qu'on appelle le money time. Le voilà. Le déclencheur ultime du money time, c'est la fatigue visible chez l'adversaire. C'est le joueur qui, après un long sprint, baisse la tête, met les mains sur les genoux. Ce signe, c'est de l'or. Sur le banc, les analystes vidéo le repèrent immédiatement, et c'est le signal pour toute l'équipe. C'est la faille dans l'armure. Et là, l'équipe lance un pressing tapis, un all-in sur ce joueur précis, pour tenter de faire basculer le match. Le foot moderne, ce n'est donc vraiment plus seulement une question de physique. C'est une bataille tactique, une bataille cognitive. Alors la prochaine fois, devant un match, quand une équipe récupérera le ballon très haut, il ne faudra plus voir une simple course. Non, il faudra essayer de voir ce qui s'est passé juste avant. Le déclencheur, la passe mal assurée, le joueur dos, jeu, bref, l'algorithme qui vient de s'exécuter sous nos yeux.